Les contes sont dans le vent. J'ai trouvé celui-ci dans le Mistral. Ce conte, il a commencé par un centenier, Marcel Carbonel. Un jour, Marcel Carbonel, qui avait mis au monde un fils puis un petit-fils, a entendu son petit-fils Philippe demander à son ami Paul, qui était écrivain, s'il voulait bien écrire l'histoire des santons de son grand-père. Paul, il a dit oui. Le voilà qui regarde les santons. Et les santons se mettent à parler, et les figurines sont tellement vivantes qu'elles se mettent à lui raconter l'histoire de Lauravi, Saturnin Muge, l'histoire extraordinaire. Et Paul, il a écouté et il a écrit. L'histoire dure 7 heures. Et vous pensez bien que là, je ne vous en dirai qu'une partie, mais de la fleur de sel. L'histoire va se dire par ma voix, par la musique, la lumière et par vous. Vous allez jouer un rôle très important dans cette histoire. Écoutez-moi, chaque fois que Saturnin aura besoin de vous, qu'il sera en difficulté, vous serez les bons génies de Saturnin. Et chaque fois qu'il aura besoin, vous chanterez Param pam pam, param baram baram, baram bam baradadam, bam baradadam, bam bam, baram baram daram, daram dam dadadadam, dam dam. L'histoire peut commencer. Nous sommes dans un petit village, entre Aubagne et Marseille. Imaginez un village accroché à gras-de-flanc de colline en 1888. Le 17 novembre 1888, il y a eu du vent, des bourrasques glacées qui faisaient trembler le village, à tel point que personne ne sortait. Mais il y en avait un dans les rues qui courait, et il n'y en avait qu'un dans les rues, c'était notre fada. Mais lui, il courait comme ça, il faisait la grimace, il allait d'une rue à l'autre, il grimpait une rue. C'est pas son habitude. Lauravi, le fada, il est comme ça d'habitude, assez merveilleux de tout. Il faut que je vous raconte que quand il est né, est entré dans la chambre de sa mère, la guérisseuse du village. Blanche Ferragut. Elle est arrivée avec son petit châle vert, son petit parapluie rouge, et elle est allée au-dessus du berceau, où il y avait notre Saturnin. Sidonie attendait la sentence, car la parole de Blanche comptait beaucoup. Elle s'est penchée sur le berceau, la petite Blanche Ferragut, et elle a dit « Oh, ma pauvre petite, dis, ton gars, il a vu la foudre. » Oh, Sidonie est tombée dans les pommes, les femmes se sont signées. Mais non, a dit Blanche, en essayant de ranimer la Sidonie. Et ton petit, il est vigoureux, il n'y a pas de problème, mais il n'est pas fait pour faire Polytechnique. Effectivement, Saturnin n'a pas fait mentir la prédiction, il est allé un peu à l'école, et puis il est devenu pastoureau, à rêvasser dans la colline avec ses bêtes, à sentir les parfums du vent. Et il était comme ça tout le temps. C'était le fada, le pistolet, la tête d'angoisse, l'esprit de porte ouverte, enfin. C'était Saturnin. Et ce matin-là, 17 novembre 1888, il est là dans les rues du village, et il court, parce que tout à l'heure, il est allé livrer une poule de la part de sa mère, à Bertrand de Ravanel, qui était là devant la cheminée, avec sa voisine, Suzanne Magnan, qui filait la laine. Et quand Saturnin a posé la poule,
Il a entendu Bertrand de Ravenel dire « Oh, cette année, moi je te le dis, hein, nous ne le fêterons pas. » Pécaire, a dit Suzanne Magnan. « Oh, moi, ça fait longtemps que je ne le fête plus. Depuis la mort de mon mari à Sedan et de mon fils. » De quoi vous... Oui, il bégaye aussi, notre Saturnin. De quoi vous voulez parler, Madame Magnan? Nous parlons de Noël, mon petit. Cette année, personne ne le fêtera. Pas fêter Noël? Mais pour Saturnin, c'était pas possible. Alors il a couru chez sa mère. Mamoun, dis-moi, et c'est vrai qu'on va pas fêter la Noël? Elle attendait la question. Ma caille belle, a dit Sidonie, tu sais bien que ton salaire tout petit et la vente de mes poules ne nous donnent qu'un peu d'argent pour manger. Je ne peux pas faire plus de frais, mon petit, ma caille belle. Ah! C'était la première fois que notre Saturnin se dégageait des bras de sa mère. Alors il se met à courir comme un fou dans les rues du village, dans le vent. Il croise le maire. Monsieur le maire, mon garçon, monsieur le maire, je vous en prie, dites-moi, est-ce qu'on va fêter la Noël ou pas? Le maire lui a fait son discours. Mon jeune garçon, il faut être raisonnable, écoute. Nous avons fait des frais sur le pont de Galargue et il serait tout à fait irraisonnable de dépenser l'argent public pour des festivités. Et tu le diras à tes amis Chicoulé et les autres. Comme ça, ils resteront calmes. Et il a vu le maire s'en aller. Il a couru, Saturnin. Le voilà qui court, qui monte la pente moussue qui mène au presbytère. Et là... Monsieur le curé! Le curé entr'ouvre la porte. Jules Riquetti. Qu'est-ce que tu veux, animal? Mais de quoi tu veux parler? De Noël, monsieur le curé. De Noël, on me dit qu'on ne le fêtera pas. Lui dit le curé, c'est comme ça. Je n'y peux rien. Allez, rentre chez toi que tu vas attraper le mal. Et il referme sa porte. Notre Saturnin, il est là, chancelant dans le vent. Et c'est plus fort que lui, vous savez, les égarés. Ils savent mieux que nous les choses cachées. Et il sent, notre Saturnin, que si rien n'est fait ce Noël, mais un malheur va tomber sur ce village. Blanche Ferragut. Blanche pourra lui dire quoi faire. Alors il court chez Blanche. Blanche! Elle le fait entrer, et il est là, elle a allumé un grand feu de cheminée, et elle lui demande ce qu'il a, et il se met à pleurer. Pleure, mon Gary, pleure. On a les idées plus claires après. Et Saturnin a dit, ce que je viens de vous dire, c'est que si Noël n'était pas fêté cette année, il arriverait un grand malheur. Et Blanche, elle a ouvert ses deux mains comme ça, devant les flammes de la cheminée. Et quand elle faisait ça, la Blanche, c'est qu'elle allait dire quelque chose de très important. Mon gars, Harry, ce que tu dis, je le savais. Mais tu sais, ils ont eu bien du malheur au village. Il y a eu la guerre, il y a eu la maladie. Mais il y en a qui ont perdu un homme, un enfant, il y a des chambres vides. Comment veux-tu qu'ils fêtent Noël si des assiettes sont là, avec personne devant? Et toi, mon Gary, tu es sur la colline, tu respires le vent, mais eux, ils ont eu du malheur et ils sont tristes. Écoute-moi, Saturnin, il faut ramener la joie de vivre. Parce que perdre la joie de vivre, c'est perdre un trésor. Une seule personne est capable de le faire, mon petit. C'est toi. Et elle lui dit d'aller sur les routes. Elle lui dit, mon Gary, tu verras, il y a des choses qui t'effrayeront, mais n'aie pas peur. Parce que ce qui fait peur se révèle parfois être merveilleux. Il y a la Vido Atiropeo,
il y a la vie à conquérir. Elle a convaincu Saturnin. Il a couru chez sa mère. Mamoun, Mamoun! Il a dit qu'il allait partir sur les routes, il fallait faire sa biasse. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me dis là? Mais déjà que tu as l'esprit d'une porte ouverte, mais tu es devenu complètement fada. Mais Mamoun, c'est Blanche qui l'a dit. C'était stubacé, tu vas voir, moi. Je vais lui apprendre à t'envoyer faire le bourmian sur les routes. Elle attrape Saturnin et elle court chez la Blanche. Et là, elles s'emboucanent toutes les deux pendant 3 heures, 4 heures. Et notre Saturnin, il finit par s'endormir sur les tomates. Et quand il se réveille, eh bien, il voit sa mère toute tremblante qui dit oui et qui accepte de Blanche une bourse remplie d'argent et une lettre. Tiens, mon fils, voilà, tu sais, tu es mon pitchoun. J'ai pas vu que tu t'es devenu un homme. Alors écoute-moi, va. Je vais te donner les chaussures de ton père et puis je vais te remplir une biasse. Voilà la bourse, voilà la lettre d'une amie de Blanche qui habite Marseille. Elle t'hébergera. « 4 heures du matin. Saturnin, il a la biasse sur l'épaule et il avance. Le village est encore tout imprégné de nuit. Il y a juste la petite fenêtre du boulanger. Et il y va. Il y a la vie de Watiropeo. Et les bons génies, ils sont partis avec lui. Marseille! Oh ben déjà de traverser la ville de Marseille, mais c'était terrible. Oh là là, il a voulu faire demi-tour tellement il y avait de monde. Et puis il est arrivé devant le vieux port. Oh, mon Dieu! Les mâts, des 4 mâts, des voiles, des voilures et des marins qui montaient, descendaient. Un monde fou qui allait, venait, des gens avec des yeux comme ça. Il était là, notre Saturnin, à regarder les reflets sur la mer. Hé, hey, tu es pas d'ici, toi, hein? Tu nous fais des yeux de gobi. Il y avait là un jeune pêcheur. Tu cherches quoi? Saturnin ne savait pas quoi dire et je cherche du travail. Oh, pauvre, du travail? Et Saturnin lui a donné sa lettre. Il lui a dit, là, je cherche madame... alors, le pêcheur, le jeune pêcheur, regarde et il voit... Rouf? C'est Alida Rouf, la dame que tu cherches? Mais regarde, elle est là. Ils sont là sur le vieux port et il y a une poissonnière, là, juste là. Elle va te mettre une tête comme une cougourde, hein, moi je te le dis. Écoute-la, cette bazarette. La poissonnière. Dites, monsieur le tripoteur, vous me le prenez pas, ce poisson? Hein? Il n'a pas l'œil vif. Mais dites, votre belle-mère, est-ce qu'elle a l'œil vif? C'est pas pour ça que vous la remettez à la baille, hein? Oh, Buffarelli! Elle voit le jeune pêcheur. Quel bon vent t'amène! Et je vous amène un jeune homme, il arrive de la part d'une cousine à vous, à Entresègues. Ma cousine? Blanche? Comment va-t-elle? Oh, attends, j'ai du monde. Buffarelli, je te donnerai 3 violets quand tu repasseras. Amène-le à la maison. Bon, alors, vous me le prenez ou... Hé! Faites attention de ne pas me le réveiller en arrivant! Saturnin est entré dans un petit appartement, une petite maison, dans le quartier du Panier. Il a fait connaissance avec Jean Rouf, le mari d'Alida, un peu bougon, mais gentil. Et leur fils, Baptistin, Titin. Titin, il a tout de suite posé des questions à Saturnin. Il lui a dit, alors comme ça, tu voyages sur la Terre? C'est extraordinaire, parce que moi, j'ai voyagé sur toutes les mers du globe.
Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de toi. Tiens, voilà ma mère. Ne lui dis pas que le but de ton voyage, hein. Saturnin lui avait tout raconté. Dis-lui que tu viens apprendre le métier. Ah, ils m'ont fatiguée ce matin, dit la poissonnière. Alors donne-moi des nouvelles de ma cousine. Notre Saturnin, il a mangé la soupe de poisson. Il a appris que ces gens-là pêchaient à la palancade avec des petits hameçons appâtés, qu'il partait à 4 heures du matin et il est parti avec eux tout. Il est parti avec eux dans le Pointu, poussé par le vent. Et il a découvert la mer. Elle avait des reflets verts comme ces collines au moment où le soleil se levait. Et il a appris à pêcher. Seulement, il était tout intimidé, mais le titan, à chaque fois qu'il revenait vers le vieux port, il lui posait des questions. Il lui racontait lui-même ses voyages. Il lui disait, tu sais, les voyages, ça fait du bien au cabeston. Parce que là, tu rencontres des personnes différentes de toi. Et là, tu te connais mieux toi-même quand tu les quittes. Eh bien, notre Saturnin, sur le bateau, il s'est surpris à moins bégayer. Il a réussi à trouver les mots pour dire le malheur qu'il sentait pour son village. Une semaine a passé de confiance avec son ami Titin. Et au bout d'une semaine, Titin lui a dit, mon gars, il ne faut pas que tu restes avec nous. Il faut que tu continues à chercher. Hein? Je connais des gens vers Arles. Tu devrais aller par là. Ils se sont dit au revoir en regardant l'horizon de la mer. C'était pour eux une manière de dire leur amitié. Et notre Saturnin marche en direction d'Arles. Et les génies l'ont accompagné. Il a traversé la Camargue. Je peux vous dire qu'il s'est émerveillé devant les oiseaux, mais il a eu froid, notre Saturnin. Il voulait dormir à la belle étoile. Mais imaginez, au mois de novembre, dans la Camargue, il a cru qu'il allait mourir. Et heureusement, il a rencontré un gardien à cheval, un certain Paul, avec un beau chapeau, une belle chemise, qui l'a fait monter sur son cheval et... Il l'a conduit jusque dans la ville d'Arles. Saturnin lui a demandé où il pouvait dormir. Il a dit, tu le sens ce Mistral ? Avec ce Mistral, nous, on va pas dormir, on va au café. Allez, viens avec moi. Saturnin entre dans un café d'Arles. Il y a là déjà 20 femmes et hommes, des belles arlésiennes, des beaux arlésiens bien habillés, de rouge, de blanc, de bleu, de vert, et ils dansent la farandole. Et Saturnin va à une table et il entend Paul dire « Garçon, des chopines jusqu'à plus soif !» Et il a bu notre Saturnin, il a goûté le vin. Oh, les belles filles! Et lui, il dansait pas, il était assis. Et il y avait une vieille dame, elle lui dit, dites-moi, madame, moi je suis berger voyageur. Je me demande pourquoi ils dansent comme ça. On dirait qu'ils ont des spigards dans la culotte. Et la petite vieille lui a dit, écoute, mon petit, tu devrais aller danser toi aussi, parce que tu as bien bu, hein? Alors Saturnin, il s'est glissé au milieu des femmes et des hommes. Et il s'est laissé prendre par la main. Il a pris des filles par la taille. Il a eu des sourires et même des bisous. Et il a accepté tout, hein. Du vin, de la bière, de la fine, de tout. Il a tout bu. À un moment donné, il savait plus comment il s'appelait. Et il a vu tout flou. Et il s'est endormi. Quand il lève les yeux, le café, c'est plus le même. Les murs sont rouges, le plafond jaune, les lumières, les lampes à gaz jaunes. Il y a un billard au milieu de la pièce. Et là, devant lui, il y a un drôle de type qui est en train de le dessiner. Une sorte de rouquin
avec les yeux un peu égarés. Le garçon dit au dessinateur, « Hé, Vincent, tu as les abeilles qui te reprennent ?» Regardez bien le tableau de Vincent Van Gogh. Il y a un billard au milieu de la salle, café d'Arles la nuit. Et il y a un gars là qui dort comme ça. C'est Saturnin. Il s'est rendormi et puis le matin, hop, on l'a mis dehors. Cette ville, se dit Saturnin, on se niasque toute la nuit, on s'amuse, on danse, le matin on n'a plus d'argent, et chacun pour soi, me voilà seul. Il va chercher sa biasse qu'il a laissée dans l'écurie avec le gardien. Et il reprend son chemin, mais là je peux vous dire qu'il n'est pas frais. Hein. Heureusement, il y a un peu moins de Mistral, mais un bon air, et il décide d'avancer. Et le voilà qui avance vers Fontvieille. Et les génies l'ont accompagné. Fontvieille, il a une soif. Il arrive à une fontaine où il y a deux filles qui remplissent leur jarre. Et Saturnin, il a tellement soif qu'il boit et les filles, oh, dis, oh là, tu vas nous vider la fontaine, hein? Alors ces filles-là, elles sont toutes habillées de noir. En fait, c'est des Corses. Mais Saturnin, il ne le sait pas. Et comme il a vu des filles au café, il parle avec elles. Et il parle de Marseille. Oh, Marseille, Marseille! Et seulement ces filles-là, elles parlent avec lui, mais de temps en temps, elles regardent à droite, elles regardent à gauche. Elles n'ont pas l'air tranquilles. Eh bien, Saturnin, il n'a pas vu venir le danger, quoi. Parce qu'il est arrivé, là, sortant des buissons, un gaillard comme ça qui a dit « Qu'est-ce que tu parles avec mes sœurs ?» C'était le Dominique. Pont. Il donne un coup de pied et un coup de poing à notre Saturnin qui tombe à la renverse. Mais on l'avait jamais tapé comme ça, Saturnin. Mais enfin, il avait rien fait. Il se redresse, il regarde le gars, mais le gars l'attrape par le cou. Il est en train de l'étrangler, notre Saturnin. Alors là, l'ouravi, le fada, il sent la colère qui monte jusqu'au cœur, et puis dans les membres et dans les muscles. Il arrive à s'en défaire. Le gros banaston, il tombe, dites. Saturnin n'en revient pas. Seulement le gars, il se relève, il va vers un buisson, et il en sort un fusil. Oh là! Il ouvre son fusil, il met une cartouche. Saturnin se baisse, il attrape une caillasse. Le gars ferme son fusil, il vise Saturnin et Saturnin lui envoie le caillou sur le front. Les deux filles. Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Ah! Et bien alors tu se mettent à taper notre Saturnin. Elles le battent, elles le bassellent, elles le battent, elles le bassellent, elles le battent, elles le bassellent. Elles le battent, elles le bassellent. Et... plus rien. Saturnin, il s'est évanoui. Et quand il se réveille, il sent sur son front un linge humide. Quelqu'un est en train de le soigner. Il ouvre les yeux et il voit là au-dessus de lui le visage d'un homme très marqué, avec beaucoup de rides, une barbe grise, des cheveux gris, un petit foulard de cou rouge. Alors, compagnon, on s'est fait chatouiller la tête. Oh, qu'est-ce qu'elles m'ont fait, ces folasses! L'homme aide Saturnin à se relever. Elles lui ont volé sa biasse. Il a la chemise toute pleine de sang. Il a son pantalon déchiré. Il n'a plus envie de continuer son chemin. Il veut rentrer au village. Quoi. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Non, cette folle de Blanche. Non. Et
Le gars, qui était un vagabond, lui dit « Allez, c'est sûr qu'on dirait que la Tarasque, elle s'est essuyée les pieds sur toi, mais tu vas pas te décourager pour ça, hein. Je vais t'emmener avec moi, je vais te donner à manger, tu vas changer ta chemise, et tout ira mieux. Je t'emmène au Beau de Provence, dans un endroit où nous serons comme des rois. Allez, viens. » Et ils ont marché jusqu'au Beau. Saturnin, elle a suivi cet homme-là, et il s'est retrouvé, après avoir traversé les Beaux où ça sentait bon la soupe, dans une grange. Une grange remplie de paille fraîche. Oh, par miracle, le vagabond dépose devant lui sur la paille un jambon, des cébettes à peine cueillies, du vin, du pain. Saturnin lui dit « Mais d'où ça vient ?»« T'inquiète pas, va. Ici, le propriétaire, il a besoin de rien. Et puis, il est sourd, et son chien aussi. » Ah, mais j'ai toujours mon tire-bouchon avec moi. Hein. Et Saturnin mange. Et vous savez, manger, ça fait voir les choses du bon côté. Après avoir bien goûté ce jambon, avoir bu du vin, eh bien Saturnin, il a trouvé que cette odeur de paille fraîche, ça le ramenait à son propre village. Alors il se sent de raconter à ce vagabond pourquoi il est sur les routes et qu'il doit ramener la joie de vivre, mais que pour l'instant, ce qu'il a vécu, franchement, il n'y avait pas grand-chose à rapporter au village. Et quand il eut fini de lui parler de l'un, des uns, des autres, Marius, Jourdan, le vagabond lui a dit, exactement comme Blanche, « Tu sais, mon gars, ton village, il est vieux. C'est de la jeunesse que tu dois trouver, je crois. Tu sais, ta Blanche, elle a compris qu'à force de vivre entre vous, vous étiez en train de crever. Et qu'ici, si ce ne sont pas de nouvelles âmes que tu dois ramener. » Capon, lui dit Saturnin. Comment tu peux comprendre ça si bien? Je viens à peine de te rencontrer. C'est que moi, tu sais, je suis un vagabond. Je suis une silhouette sur les routes. On me jette des caillasses pour m'éloigner. Mais à force d'être sur les chemins et de dormir près des fermes, je sais beaucoup de choses. Tu t'appelles comment? Demande Saturnin. Les vagabonds n'ont pas de nom, mon gars. Mais je peux te dire qu'une belle fille pendant la Commune m'appelait Sébastien. Allez, dormons. Oh, demain, je t'amène à Cavaillon. Là-bas, tu trouveras de quoi manger et tu changeras ta chemise. Il est au milieu du marché de Cavaillon, des montagnes de légumes, de fruits, et il voit partir Sébastien. Il est tout étonné de le voir si gaillard à son âge. Mais là, à Cavaillon, c'était trop dur, mes amis. Il avait plus d'argent, il avait la chemise toute pleine de sang. Il a fallu qu'il en vole une, sur un fil. Non, ça lui allait pas, quoi. Il n'avait pas l'âme d'un vagabond. Et pourtant, il fallait bien qu'il s'en sorte. Alors, il a essayé de trouver du travail une fois qu'il a eu sa chemise neuve. Mais on lui a dit qu'on n'embauchait pas. Mais finalement, il y a un maraîcher qui s'appelle Fabre, qui a été intéressé par notre Saturnin et qui a dit « Allez, viens, tu vas m'aider. Moi, j'ai mal au dos, tu vas m'aider à ramasser les pommes de terre. Et je te donnerai 3 sous. » Ça a duré bien une semaine, mais c'était dur. Il dormait dans une cabane, à même le sol, enfin... À un moment donné, Saturnin, il a décidé. Il était là, derrière l'étal du maraîcher, et il s'est dit que c'était plus possible. Qu'il fallait qu'il trouve, qu'il trouve de quoi manger et qu'il ait une vraie maison. Le lendemain, Fabre présente Saturnin à une femme qui vendait des parfums.
Imaginez sur le marché une volière de femmes qui se disputaient pour avoir des petites fioles de parfum. Eh bien, Fabre a dit à cette femme qui s'appelle Léonce: « Ce jeune homme cherche du travail, peut-être que ta sœur qui fabrique les parfums là-bas au Reveste du Bion, peut-être qu'elle aura du travail pour lui. » Léonce a dit: « pourquoi pas. Mais je t'avertis, c'est ma sœur qui décide, Amélie. » Il a eu besoin de courage, moi je peux vous le dire. Il a suivi, il est parti à 6h du matin de Cavaillon avec une femme très énergique, avec des ânes couverts de sacs et remplis de petits flacons de parfum, de lavande. Et elle y allait d'un bon pas, elle marchait plus vite que lui. Elle le faisait dormir avec les ânes la nuit. La neige est tombée, le froid commençait à piquer. Et notre Saturnin, il a fait 3 jours de voyage, mais dur. Et je crois que les génies étaient avec lui quand même. C'est ce qui lui a permis de tenir le coup. Le 3e jour, c'était plutôt la nuit, ils arrivent au pied de la montagne de Lure. Et là, sur un promontoire, il y a une maison, toute en pierre. Et Saturnin, alors qu'il commence à faire nuit, il s'aperçoit que c'est vraiment une maison bien entretenue, avec des volets tout bien peints. La porte s'ouvre et une silhouette apparaît, tenant une lampe. La silhouette se jette sur Léonce, qui l'embrasse. « Oh, la neige a fondu, je suis contente. » Et Léonce présente Saturnin, il cherche du travail. La silhouette prend Saturnin par le bras et le fait entrer dans sa maison. Une maison bien entretenue, bien cirée. Ça sentait un parfum, il n'arrivait pas à savoir si c'était doux ou piquant. Il faisait bon. Elle le fait entrer dans la cuisine. Les cuivres étaient briqués. Il y avait un grand feu, et là, un agneau qui tournait à la broche, une table. Il a d'abord vu la table, la nappe blanche, la vaisselle de moustier, des verres comme du cristal, du vin. Mais ce n'était rien. Ce n'était rien quand il a vu dans la lumière des lampes à pétrole la beauté de cette fille. Elle était brune. Les cheveux attachés dans un beau chignon. Elle avait une taille souple et fine. Elle avait une manière de se déplacer qui était celle d'une danseuse. « Allez vous débarbouiller, vous viendrez manger après. » Saturnin s'est fait tout propre. Et le voilà qui arrive à table. Léonce, Amélie. Le paradis. Le paradis. 1000 fois, il a remercié Blanche parce que là, il sentait Saturnin qu'il était arrivé au bout de son voyage. Elle était faite pour lui. Après le dîner, elle a offert à Saturnin une liqueur. Léonce, elle avait très sommeil. Elle a commencé à piquer du nez. Amélie demande à Saturnin de lui raconter ce qu'il fait sur la route. Pour la première fois, Saturnin parle sans se tromper. Il la regarde droit dans les yeux. Il lui dit pourquoi il est parti. Il trouve les mots. Et quand il a fini de parler de lui, elle qui l'écoutait avec ses mains comme ça autour de son visage, lui a parlé d'elle. Tu vois cette maison, elle était à nos parents. Et avec Léonce, on a pensé qu'en faisant pousser des lavandes, on pourrait continuer à l'entretenir. Alors on a acheté un alambic. Tu viens voir ? Amélie allume une lampe et elle entraîne Saturnin dans un grand hangar. Waouh ! Un gros alambic de cuivre avec un bec en colimaçon. Tu vois, les bons étés, je fais 800 kilos de paille.
et 300 kilos d'essence de lavande. Mais lui, il ne fait que regarder son sourire. Elle peut lui raconter n'importe quoi et il est heureux. Elle sort. Elle sort sur la terrasse et là, dans cette nuit sans lune, elle lui montre la montagne de Lure. Elle m'a vu naître cette montagne. Je ne pourrai jamais la quitter. Et tu vois là, nous avons 5 hectares de baillassière. Pas de lavandin, hein, de baillassière, de la vraie lavande. Elle s'assoit sur un banc de pierre. Saturnin s'assoit à côté d'elle. Il a une envie de la toucher, il ne sait pas comment faire. Alors il l'écoute. Et finalement, il lui dit « Ça ne vous gêne pas de vivre seul ici ?» Ah non. Moi, je suis aussi sauvage que mes lavandes. Je ne pourrais pas supporter d'avoir un mari. Non. Ou c'est moi qui supporte pas, ou c'est lui qui s'en va, enfin. Mais, lui dit Saturnin, vous n'avez pas peur ? Ah non, viens voir. Elle va dans une pièce de la maison, elle ouvre une armoire, elle en sort un fusil énorme comme ça. Celui-là, lui dit Amélie, il a fait la commune de Marseille. C'est Léonce qui me l'a apporté. Regarde, je peux viser une pomme à 50 mètres. Alors tu penses bien qu'un tchapacan, je peux le viser et l'éloigner, et même un régiment de tchapacans ne résisterait pas à ce chasse-peau. Un chasse-peau ? Oui, un chasse-peau. Elle range le chasse-peau. Et si nous allions dormir ? Demain, nous avons du travail. Ça voulait dire qu'il allait rester et qu'il allait avoir du travail. Le lendemain matin, il ouvre les volets. Oh, la montagne était belle, un temps splendide. Oh non, oui. Vous savez ce qu'il voit ? Léonce, qui s'en va avec ses 2 ânes, qui fait au revoir à Amélie. Ça veut dire qu'elle reprend la route. Oh, notre Saturnin, il referme la fenêtre. Il descend dans la cuisine. Il se régale à l'avance, il va être seul avec elle. Oh, elle lui a fait des tartines. Il y a du beurre, du miel, tout ce qu'il faut pour un déjeuner extraordinaire. Quand tu auras fini de déjeuner, lui dit Amélie, tu me rejoindras dans mon atelier. Je vais te montrer comment je fais les parfums. Le voilà qui entre dans l'atelier d'Amélie. Plein de petites fioles partout, avec des noms étranges. Elle lui en fait sentir un. Oh, il a une émotion et il se souvient du café d'Arles. Elle lui en fait sentir un autre. Oh, ça lui fait penser à sa mère. Elle lui en fait sentir un autre. Et là, mes amis, vous savez, ce parfum-là, ce qu'il a évoqué pour lui, ce parfum-là, il lui a donné envie de mordre la peau d'Amélie, de l'embrasser sur la bouche. Elle prend sa main, elle la pose sur son épaule. Un parfum ne vaut que sur la peau. Allons voir ce que celui-ci donne sur la mienne. Saturnin est heureux. La lumière de midi pénètre dans la chambre. Il a trouvé sa joie de vivre. Au village d'Entresègues, ils ont qu'à se débrouiller. Hein. Lui, il reste ici. Elle est en train de dormir. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est décidé. Saturnin va rester au Reveste du Bion, avec Amélie. Elle ouvre les yeux doucement. Elle se tourne vers Saturnin et l'embrasse sur le front. Je voudrais que tu m'aides à planter des baillassières, quelques boutures. Il a tout fait bien.
Il est allé dans les champs avec elle, elle lui a montré comment on labourait la terre, elle lui a tout expliqué sur les lavandes. Il a voulu lui montrer qu'il était un très bon compagnon. Il a fait tout exactement comme elle voulait. Et puis le soir, merveille, mes amis, merveille. Il a mangé seul avec elle. Il est comme un pacha, là, devant la cheminée. Cette nuit, il va dormir avec elle. Et encore toutes les nuits qui suivront. Elle lui donne une liqueur. Il boit. Il voit les flammes qui dansent. Et le visage d'Amélie qui doucement disparaît. Il s'endort. Il est enveloppé dans une couverture au pied d'un arbre. Je peux vous le dire, moi, elle l'a transporté jusque-là. Elle l'a transporté jusqu'à Saint-Étienne-les-Orgues et elle l'a laissé là. Il est là sur l'herbe. Elle l'a abandonné. Elle n'a pas voulu de moi. Elle n'a pas voulu de moi. Il se défait de la couverture. Il cherche son chemin. Le reste du bureau, Amélie! Ah! Il n'est qu'un fada, un moins que rien, un pistolet. Il n'est pas fait pour faire Polytechnique, non! Il veut mourir. Et là, sur l'herbe, il y a une biasse. Il se penche, il l'ouvre, il y a de la nourriture, une carte routière, un flacon de parfum, une lettre. Mon beau pâtre, qu'aurais-tu fait après? Je veux dire, quand tu aurais épuisé toute la magie des premiers instants, tu te serais retrouvé avec une vieille solitaire qui aurait fini par te peser, voilà tout. Et puis je te l'ai dit, je suis comme mes lavandes. Je ne déteste pas qu'on vienne me butiner de temps en temps, mais je n'ai pas besoin de tuteur pour vivre. Je t'ai écouté, Saturnin, et je t'ai compris. Je crois que le temps n'est pas encore venu de t'arrêter. Tu as besoin de voir le monde et de comprendre le genre de manège qui y tourne. N'oublie pas que ceux qui t'aiment attendent ton retour. N'oublie pas que cette fois-ci, c'est toi qui leur expliqueras la vie. Avec la nourriture, tu trouveras une carte d'état-major. Elle appartenait à mon père et elle est très précise. Avec elle, tu pourras rentrer entre Sègues quand tu le voudras. Je t'ai mis un flacon de mon parfum dans la biasse. Aussi, tu n'oublieras pas tout de suite cette folle d'Amélie. Je t'embrasse bien tendrement. Amélie. PS. Ne t'avise pas de revenir, sinon je te tirerai dessus avec le chasse-peau. Il voulait pas être vagabond, mais il l'est devenu, notre Saturnin. Il a marché, voyez, de la montagne de Lure, il est descendu par Malfougas. Il a pris des chemins de traverse, il a dormi dans des bergeries avec des hommes qu'il ne connaissait pas. Et il est arrivé jusqu'en bas à la Durance, au Mai. Vous savez, ce village avec ses grandes pierres. Et là, ce jour-là, le ciel était très bas, noir comme le cœur de Saturnin. Il passe le pont au-dessus de la Durance et il entre dans le village d'Aimé. Il est très impressionné par ces pierres. Il n'a pas envie de rester là. Et il entend une musique.
Alors il marche jusqu'au centre du village et sous la tour carrée de l'église, il y a un attroupement. Alors il pousse des coudes, il regarde. Il y a 2 roulottes de toutes les couleurs, avec 2 chevaux, 2. Et puis une gitane qui danse, une belle gitane. Elle danse avec un ours. Oh. Tout le monde est fasciné par la grâce de cette jeune femme et la brutalité de l'animal. Il y a à la fois la confiance entre les deux et puis le danger. Et voilà que la pluie se met à tomber. La pluie dégouline sur le front de Saturnin. Et tout d'un coup, la foudre tombe sur le village. Saturnin, pour le coup, il a vu tomber la foudre. Évidemment, tout le monde s'éparpille, les gens s'en vont. Et Saturnin, qui ne bouge pas, qui est là sous la pluie, qui tombe de plus en plus fort, de plus en plus fort. Il voit les Boumians qui sont en train de remballer, de rentrer dans leur roulotte et de s'en aller. Ah non, il ne peut pas rester dans ce village, non. Hé ! Il court après la dernière roulotte et dit « Je peux monter !» À l'avant, il y avait un bohémien avec une petite moustache fine. Il regarde Saturnin et dit « Monte à l'arrière ! Josefa, ouvre gaggio !» Il entre, il monte dans une roulotte. C'est tout propre et tout mignon. Et là, il y a Josefa, une gitane, avec son petit dans un foulard. Elle porte son bébé qui tète à son sein. Et puis elle va dire à Saturnin « Toi faim ?» Saturnin montre sa biasse pour dire qu'il a de quoi. Ouais, ça lui plaît pas du tout à la gitane. Elle prend la biasse, elle la jette dans un coin, elle pousse un tabouret, elle lui met une assiette. Tu mangeras de la soupe. Et elle lui donne de la soupe de lentilles. Et lui dit quand tu auras fini de manger, mon homme te parlera. Cette soupe était tellement bienvenue. Voilà Saturnin qui rejoint le gitan, Pablo, à l'avant de sa roulotte. La pluie tombe et les chevaux, en avançant, font des giclées dans les flaques. Et devant, il y a l'autre roulotte. Saturnin s'assoit à côté de Pablo, qui se présente. Nous venons d'Alicante. Josefa, c'est ma femme. Là devant, c'est Maria, notre fille, danseuse. Et tu as vu le bébé aussi, Paquito. Et Manuel, c'est mon frère. Manuel! Oraison, c'est foutu! Trop de pluie! On prend le plateau! Valensol! Oui, Valensol! Oui, da! Vous vous rendez compte? Sidonie, la mère de Saturnin, qui lui disait « Je vais t'apprendre, moi, à faire le boumyan sur les routes. » Eh ben, il était parti avec les boumyans. Il a aidé à pousser les roulottes. La pluie était dégoulinante, ils étaient trempés, il faisait froid. Ils ont dû aider les chevaux. Ils sont montés jusqu'au plateau de Valensol, avec beaucoup de difficultés. Et là, sur le plateau, la neige s'est mise à tomber. La petite roulotte suivait l'autre. Ils étaient solitaires. Pas de spectacle pendant la neige, bien sûr. La nuit est arrivée. Et Saturnin a fait connaissance avec eux. Il a vu combien Pablo, le petit moustachu, il avait un cœur grand comme ça. Manuel, on aurait dit un ours. D'ailleurs, l'ours qui dansait avec Maria, il s'appelle Pogra. Et c'est l'ours de Manuel. Maria, sacré caractère, mais belle. Et Josefa, mère de famille, les 2 pieds dans la terre. Il a passé du temps avec eux et ils ont avancé, ils ont passé de Valensol, ils sont redescendus en direction de Draguignan parce que Maria, elle a dit un jour « Moi, je ne veux plus danser dans le froid. Je veux aller dans la mer. Je veux aller à la mer. Je veux aller où il fait bon. » Alors, ils sont partis. Même s'ils ne donnaient pas de spectacle, ils avaient encore un peu d'argent pour manger. Et notre Saturnin, il était nourri, il était logé. Il était un peu gêné d'ailleurs. À Draguignan, ils ont traversé une foire d'artisans. Ils ont été très mal reçus.
les traitait de bohémiens, de voleurs de poules. Et Saturnin, il a vu cette injustice. Il passait le chapeau, Saturnin, quand Maria dansait avec l'ours. Ce jour-là, pas une pièce. Il a mendié, Saturnin. Il s'est pris des coups de pied au cul. Il a eu des petits boutons de culotte dans sa main. Eh bien, ce jour-là, il est allé vendre le parfum d'Amélie à une marchande de savon qui... Oh, elle s'est pâmée en sentant ce parfum de lavande et elle en a donné une grande somme. Et grâce à Saturnin et à Amélie, la famille de Bohémiens a pu tenir le coup encore pendant une semaine. Il fallait aller vers le sud et à Draguignan, il y a 2 jeunes artistes qui disent « Écoutez, si vous voulez que votre spectacle soit apprécié, il faut aller dans une ville. C'est une ville où on apprécie les artistes. » Où ? Elle s'appelle Aix. Aix-en-Provence. Alors on y va. Les 2 roulottes avancent en direction d'Aix-en-Provence. Ça fait 1 mois que Saturnin est parti. Il n'a encore pas écrit à sa mère. Il ne sait toujours pas ce qu'il va ramener au village. Un soir, dans la direction d'Aix-en-Provence, et ils font leur campement au bord d'une rivière. Et là, ils découvrent un homme blessé dans le fossé. Alors ils le soignent, il a une balle dans le bras gauche. Ils le soignent pendant 3 jours. Ils arrivent à lui redonner ses esprits. Cet homme-là, c'est un costaud. Il est très, très impressionnant. Il a une petite barbe pointue. Il a un chapeau à large bord, très pointu. Il a une cape à l'intérieur rouge. Il dit qu'il s'appelle Marcel Ponce, qu'il fait partie de la bande du bois de la Gardiole. Alors il demande à Pablo si ils veulent bien le déposer à Pourrières, puisqu'ils vont à Aix-en-Provence. Pablo hésite. Ces gars-là, là, ils sont poursuivis par les gendarmes. Hein. Et d'ailleurs, si Pablo et sa famille n'avaient pas sauvé cet homme, peut-être qu'eux-mêmes auraient été tués. Hein. Il avait un pistolet là. Mais le Marcel Ponce sort de sa poche 5 Napoléons d'or. Là, il les pose comme ça, devant Pablo. Ça ne se refuse pas, non ? 5 Napoléons d'or. Alors il l'accompagne. Pas de gendarme, par chance. Il le dépose au village de Pourrières. Et quand le Marcel Ponce disparaît, on entend son rire. Et ils reprennent la route vers Aix-en-Provence. Ah là, je peux vous dire que la vie commence à changer parce que c'est une ville magnifique. Il fait beau, il fait bon par rapport à là-haut. Ils installent leur campement à l'entrée de la rue d'Italie. Ils visitent la ville, les filles sont belles. Ils installent leur roulotte, ils sortent l'ours peau gras devant le palais de justice. Et la Maria joue, danse tellement bien. Et bien qu'un public fou s'amasse autour d'eux, ils font une très bonne recette. Et le soir, ils font la fête. Aix-en-Provence est vraiment une ville qui apprécie la musique. Alors, dans leur campement, à la sortie de la rue d'Italie, Josepha a fait un porcelet rôti. Manuel joue de la guitare. C'est une soirée vraiment clémente. Ça leur fait du bien, aux bohémiens, parfois, des moments comme ça où on sent la chaleur dans les cœurs. Notre Saturnin, il a une envie de... Comment dire ? Il a envie de se promener. Je sais pas, il se souvient d'Arles, les filles. Je sais pas, il a envie de trouver un petit balletti. Il prend quelques pièces et dit aux amis, je vais me promener. Il cherche un peu dans la ville, il monte le cours Mirabeau et là, un café, les 2 garçons. Saturnin rentre, il y a quelques monde au bar et il commande un verre. Et puis on lui offre un verre et il parle avec quelqu'un qui lui offre encore un verre et il boit encore un verre et tout va bien. Il n'y a pas de balletti, mais l'ambiance dans ce café lui convient très très bien. Et notre Saturnin, mais il exagère, il a bu encore un peu trop. Voilà, minuit passé, il sort du café.
en haut du cours Mirabeau. Je sais plus très bien où est le chemin qui mène au campement. Eh bien, au lieu de prendre la rue d'Italie, il va vers le palais de justice. Là, il s'endort au pied d'un platane. Quand il se réveille, il cherche encore. Et il cherche encore. Et là, il y a une toute petite rue. Un vrai petit coupe-gorge. Un vrai pissadou. Ben, ça lui donne envie, hein, notre Saturnin. Alors il se défait, et au moment où il se défait, il entend « Il y a quelqu'un ?» Vite. « Est-ce qu'il y a un être humain par là ?» Oh, il voit Saturnin. Un enfant de la nature, perdu dans un lieu de mauvaise vie. Je cherche mon chemin. Moi aussi. Moi, je cherche un homme. Il est peut-être passé, je sais pas, je l'ai peut-être vu. Ça m'étonnerait. Alors, il est sorti de la ville, alors. Ah, tu crois? Bon, ben, bonsoir. Hop, 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 hop. Le gaillard énorme, il attrape Saturnin par les épaules et il le sort du pissadou. Il le met sous la lumière d'un lampadaire. Saturnin est comme ça. Tu vois ces mains-là? Elles ont tué. Ces deux mains-là, elles ont étranglé. Deux gaillards, deux fils de magistrats, qui ont cru qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec ma fille. Ils ont cru qu'ils étaient à l'abri de la colère d'un pauvre que j'étais. Eh bien moi, j'ai fait justice moi-même, tu vois. C'est facile pour des mains de forgeron d'attraper un coup et puis un autre. Un jour, ils sont sortis d'un café et puis je les ai étranglés, oui, je les ai étranglés. Mais tu sais, ma fille à moi, elle n'a pas survécu au déshonneur. Et que j'ai eu fait justice moi-même, parce que eux, ils se sont couverts, hein. Ils ont trouvé 20 personnes pour témoigner qu'ils n'avaient rien fait, mais... J'avais perdu ma fille, tu comprends? 20 ans de bagne. J'ai vécu l'enfer, tu sais. 20 ans, ce que c'est, aller au bagne de Toulon. Saturnin regarde l'homme et il comprend sa douleur. Il a les jambes qui tremblent un peu moins. Et Saturnin lui dit « Et maintenant, comment vous vivez ?»« Maintenant, quand je suis revenu ici, après mes 20 ans, ma maison était vendue et la tombe de ma petite, toute mangée d'herbe. Maintenant, je travaille aux carrières de Bibémus, et puis la nuit, tu sais quoi? Je cherche un homme qui ne me jugerait pas. Un homme tout de bon, tu comprends? Et Saturnin le regarde. Mais qu'est-ce que tu as, toi? Tu me regardes avec la tête penchée. Tu as pas peur de moi? Non. Non, je n'ai pas peur, dit Saturnin. Je pense que vous êtes un brave homme et que vous méritez d'un peu de bonheur. L'homme est tellement surpris qu'un sourire se dessine sur sa pauvre face. Il regarde Saturnin droit dans les yeux. Alors comme ça, ce soir, il semblerait que j'ai enfin rencontré un homme digne de ce nom. Un homme qui n'a pas peur de mon passé et de mon apparence. Je m'appelle Augustin Calas. Et toi, quel est ton nom? Moi, je m'appelle Saturnin. Saturnin Muge. Je dis que vous méritez de rencontrer des gens bien, d'avoir des amis. On doit ressembler à deux couillons, à pleurer comme ça au milieu de la nuit. Allez, je t'ai assez embêté comme ça, il te faut rentrer chez toi à présent. Le lendemain, Saturnin annonce au bohémien qu'il rentre à Entresègues.
Cette rencontre avec cet homme qui lui dit qu'il était un être humain, il n'était plus un fada. Là, il sentait qu'il avait quelque chose à dire au village. Alors il annonce qu'il s'en va et il demande aux bohémiens de le déposer au Canet, à la sortie d'Aix-en-Provence. Maria a l'air un peu triste. À chaque fois qu'elle est triste, elle taille dans un petit bout de bois. C'est sa manière à elle de s'occuper, de dire les choses. Et voilà Saturnin, à l'avant de la roulotte, à côté de Pablo. Ils sont à l'avant, derrière il y a la roulotte de Manuel. Et ils sortent d'Aix-en-Provence, c'est un petit temps gris. Voilà, le voyage semble maintenant bien terminé. Il se demande comment sa mère va le trouver. Et Blanche. Il en était là de ses pensées quand tout d'un coup, il y a deux silhouettes qui traversent la route. Manuel a juste le temps de faire un écart à son cheval, d'arrêter la roulotte. C'est Pablo. Manuel derrière manque tomber dans le fossé, arrête sa roulotte lui aussi. Josefa sort, dit qu'est pas ça. Sur la route, il y a deux jeunes gens. Une jeune fille avec une belle robe de mariée et un jeune homme bien habillé. Et ils sont poursuivis par une quinzaine d'hommes et de femmes, tout ébouriffés, qui se ruent sur eux sur la route. Et Pablo observe ça. Et il y a un gaillard qui attrape les cheveux de la jeune fille et qui dit « Bougre de garce, tu vas me l'épouser, le René !» Elle se met à crier, à hurler. Le garçon essaie de se défendre, de la défendre, et tous se ruent sur eux, ils lui donnent des coups. Pablo prend son fouet et là, et il blesse l'homme à la main. Espèce de voleur de poule, c'est ma fille, je fais ce que je veux. Tu vas pas faire la loi, non? C'est alors que Manuel apparaît avec l'ours et un fusil. Non, nous on fait pas la loi, non. Mais vous ne toucherez pas à ces niños tant que nous serons là. Parce que lui, il aime la chair fraîche. Oh papa. Ils disparaissent tous. Allez, on met les Adja, ils vont nous envoyer les gendarmes. Allez, montez. Alors, il faut monter les deux jeunes novi dans la roulotte, et... Caray! Et ils partent à bride abattue, et Saturnin, il voit le Canet. Mais non, mais c'est là qu'ils devaient descendre. Mon Dieu, les gendarmes. Alors, ils vont le plus vite qu'ils peuvent. Et Pablo dit, il faut qu'on sorte du département, à Pourcieux. Allez! Il fouette son cheval. Les gendarmes, mon Dieu, Saturnin se demande, les gendarmes, mais il n'a jamais eu affaire à eux. C'est alors que là, devant eux, deux gendarmes à cheval, avec des bicornes, avec des sabres, qui avancent au galop vers eux. Pablo dit, allez, descendez vite, allez vers la colline. Ils ont arrêté leur roulotte. Les gendarmes arrivent au galop, mais tout d'un coup surgissent de la route une dizaine de cavaliers, tout de noir vêtus, avec des mouchoirs noirs au-dessus du nez, qui cachent leur visage. Ils se ruent sur les gendarmes. Ils les désarçonnent, les font tomber, les tuent à coups de sabre et de pistolet. Ah! Maria crie. C'est alors qu'un des cavaliers s'approche de Pablo. Il est sur son cheval. Il enlève son mouchoir. C'est Marcel Ponce, le brigand qu'ils avaient sauvé dans le fossé. J'avais un petit compte à régler. Vous devriez être tranquille maintenant. Le soir, ils ont fait connaissance avec les Novi. Ces deux-là, comme ils s'aiment. Depuis qu'ils sont minots, ils s'aiment. Ils ont voulu se marier contre le gré du père. Et voilà pourquoi ils étaient poursuivis. Et ils ont eu une manière de tellement bien parler de leur amour que Josefa et Pablo, cette nuit-là, se sont embrassés. Maria taillait toujours son petit bout de bois. Manuel est allé caresser son ours. Et Saturnin
Il sentait qu'Amélie était partie et qu'elle avait planté dans son cœur une graine qui germera avec celle qui l'épousera. Mais il fallait qu'il rentre au village. Alors les bohémiens lui ont dit « On va tous aller à Saint-Tropez ». Aline et Antoine, qui sont les noms des novices, ont dit qu'eux, ils iraient en Algérie. Là-bas, ils donnent des terres. C'est la seule façon pour nous de nous éloigner de mon père. Antoine était tout heureux d'aller en Algérie, donc de Saint-Tropez, il prendrait un bateau pour l'Algérie. Et quant à Saturnin, il prendrait lui un bateau pour retourner à Marseille. Ils refont la route et ils arrivent tous, les deux petites roulottes, à Saint-Tropez, une jolie petite plage. Ils descendent tous dans le sable. Oh, la mer, dit Maria. Oh, il y a même une barque. Il y a du monde. Ils s'approchent tous. Dans la barque, il y a un homme et une femme. Lui, il est très brun. Il a une barbe noire, des cheveux très noirs. Il a une peau foncée, des grandes mains. Ils ne sont pas morts et ils ont l'air évanouis. À côté, il y a une femme dans une grande cape bleue. Elle a un visage doux. Alors doucement, il réveille l'homme et la femme. Et l'homme regarde si sa femme va bien et il raconte. Mais dans un langage qui n'est pas le leur. Il parle en arabe. Et Pablo, qui ne parle pas l'arabe, écoute cet homme dire qu'ils arrivent de Palestine. Que Marie, c'est le nom de sa femme, attend un petit. Et qu'ils ont entendu dire qu'un tyran qui avait envahi la Palestine allait tuer tous les enfants mâles à naître. Alors ils ont fui, ils sont montés dans un navire. Alors ils étaient tous là, Maria, Manuel, Aline, Antoine, ils écoutaient l'histoire. Ils sont montés dans un navire et là, grand naufrage. Et par chance, Marie et lui sont montés dans cette petite barque. Lui, il s'appelle Joseph. Il a hurlé contre le ciel, il a maudit le ciel. Et au moment où il a maudit le ciel, ils se sont évanouis. Et la barque a dérivé. Il ne sait pas pendant combien de temps. Où sommes-nous ? Demande Joseph. Vous êtes en France, en Provence. Par miracle, ils ont réussi à pêcher. Saturnin et Manuel ont pêché, ils ont trouvé beaucoup de poissons et ils ont fait un grand feu. La nuit a commencé à descendre doucement sur cette petite plage de Saint-Tropez. Ils étaient serrés contre le feu. Marie avait l'air si tranquille après avoir vécu ce voyage si mouvementé. Quand vous la regardiez, c'était comme si votre cœur s'illuminait en même temps. Ils ont trinqué. Et voilà un Saturnin qui lève son verre et dit « Je bois à la santé de mon village entre Sègues, qu'il retrouve sa joie de vivre. » Mais en disant ça, il se rend compte que là, il était en train de parler à Joseph et Marie, qui étaient des exilés, ils n'avaient plus de pays. Et qu'il parlait à Aline et Antoine, qui eux allaient s'exiler. Et que les Boumians, ils n'avaient pas de pays. Alors, il a dit, mais venez dans mon pays. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des maisons, il y a de la terre. Venez vivre à Entresègues. Et là, il a entendu, vous savez, la voix du vagabond qui lui avait dit, c'est peut-être de nouvelles âmes que tu dois ramener. En entendant ça, Aline, la petite mariée, elle a eu un tel sourire. « Oh, toi, nous, oui, on va en Provence, j'ai pas envie d'aller en Algérie. » Bon, Anthony, il n'était pas très content, mais bon, ce que femme veut. Et Joseph a répondu que, après avoir parlé avec Marie, que tout pays qui nous accueillera sera le nôtre. Et vous, a demandé Saturnin, en parlant à Pablo et à la famille de Bohémiens. Oh non, dit Pablo, nous, notre pays, c'est la route.
Mais moi, dit Manuel, je viendrai avec vous. Je viens à Entresègues avec vous, avec ma roulotte et mon cheval. Saint-Tropez. Maria, sur le port, elle dit au revoir au navire La Pensée, dirigé par les 2 capitaines, les frères Garcin. Le temps était beau, le ciel bleu, le vent juste comme il fallait. Le bateau est parti, il y avait dessus Saturnin, une roulotte, un cheval, Antoine, Aline, Joseph et Marie. Une traversée de sénateurs. Ils sont donc partis de Saint-Tropez et ils ont fait le voyage jusqu'à Marseille. Et pendant ce voyage, vous savez ce qui s'est passé? Manuel, il a tapoté sur l'épaule de Saturnin et il lui a donné un petit cœur en bois d'olivier. De la part de Maria. Manuel, je te le dis, s'ils font les bordilles entre Entresègues, je reviens avec toi et je me fais gitan. Entresègues. 24 décembre. La nuit, la neige. La neige tombe à gros flocons. La petite roulotte entre dans le village. Oh, Saturnin est tout ému. Il le voit avec des yeux nouveaux. Dépêche-toi, Saturnin, il y a Marie qui commence à avoir ses douleurs. Et Antoine, il fait frais dans ton pays, hein? Mamé! Mamé, c'est Saturnin, ouvre! Sidonie n'est pas là. Dépêche-toi, Saturnin. On entend les petits cris de Marie dans la roulotte. Dépêche-toi. On va chez Blanche. Blanche, j'ai besoin de vous. Ouvrez, c'est Saturnin. Je suis de retour. Dépêche-toi, Saturnin. Mais oui, mais où est-ce qu'elles sont? La neige qui tombait. Il faisait froid et Antoine ne gardait pas de dire « Eh ben, il est frais ton pays, il est accueillant, hein, ton pays !» Oh mon Dieu. Bartholomew! Il frappe à la porte de Bartholomew, sa maison était là. Bartholomew, lui, il boit toujours un peu trop. Il ouvre sa fenêtre et dit « Oh, pauvre !» Et alors, je vois le fantôme de Saturnin, dit « Oh là !» Il referme sa fenêtre. Alors, il frappe chez Chicoulet. Chicoulet ouvre sa fenêtre aussi, il voit Saturnin et lui dit « Qu'est-ce qu'il y a ? Ouvre ta maison, j'ai une femme là qui attend un bébé, il faut que tu ouvres ta maison. » Chicoulet qui lui dit « Écoute, j'ai la castapiagne, j'ai attrapé avec une fille, là, je les alibofie comme les melons. Non, écoute, c'est pas bon pour le petit. » Il referme sa fenêtre. « Mais va voir à côté, il lui a dit. À côté, il sent bien qu'il y a du monde derrière les portes, qu'il y a du monde derrière les fenêtres. Mais vous pensez bien, une roulotte de bohémiens, on n'ouvre pas aux bohémiens, même si c'est Saturnin qui arrive. Il frappe à toutes les portes. Et là, il est désespéré. Et il s'est décidé, il va se faire boumia. Il s'est décidé, il s'en va de ce village. C'est la nuit de Noël et rien n'a changé. Il entend alors une voix. « Qu'est-ce que tu as, fils ?» C'est Fernand Capu, l'aveugle, qui avance avec son fils, Simon. « Est-ce qu'il y a le Saturnin qui est là ?»« Saturnin ? Qu'est-ce que tu fais là ?»« Bonjour, monsieur Capu. »« Bonjour, Simon. »« Ben dis-moi, qu'est-ce que c'est cette voix fatiguée, là ? Et qu'est-ce que tu fais là, au lieu d'être chez ta mère ?»« Elle n'est pas là, ma mère. » Et on entend les petits cris de Marie dans la roulotte. Et Saturnin explique. Et Fernand Capu lui dit « Oui, ta mère, elle est partie avec Blanche. Ils sont allés soigner une cousine à toi. » Et Saturnin dit qu'il y a une femme qui doit accoucher. « Mais pauvre couillon, lui dit Fernand Capu. Mais allez chez moi, allez dans ma grange. Allez, Zoumaï, dépêchez-vous. Il y a l'âne, il y a le bœuf, et puis il y a de l'herbe toute fraîchement coupée. Et nous, on va chercher Simone Viau. Elle sait s'y prendre avec les enfants. » Tout a été très, très vite. Ils sont rentrés dans la grange de Fernand Capu. L'âne, le bœuf, Simone Viau, qui a mis les garçons dehors. Allez, il faut attendre que ça se fasse. Et très, très vite, Marie s'est allongée sur la paille. Et très vite, ils ont entendu un cri de bébé. Ils sont entrés.
Comme les grands saints, comme qu'ils sont doux. C'était magnifique. C'était magnifique. Cette femme dans cette cape bleue avec son bébé dans les bras, l'âne, le bœuf couché près d'elle, Joseph tout ému qui embrasse sa femme sur le front. Saturnin est complètement étourdi. Madame Viau va chercher son mari, ils apportent du vin. Elle apporte un petit berceau pour le petit. Elle lui fait cadeau. Alors il sort, notre Saturnin, et il a besoin de regarder le ciel. Et là, il voit une étoile qu'il n'a jamais vue. Elle grossit, elle scintille, une étoile qui grossit, scintille, faisant une traînée de lumière dans le ciel. Et l'étoile s'arrête là, juste au-dessus de lui. Qu'est-ce que c'est ça? À ce moment-là, la terre se met à trembler. Hé, qu'est-ce que c'est ce bruit du trône de Dieu? Et tout le monde sort de la grange. Arrive de la rue, là, un homme tout habillé de noir, tout noir, tout habillé de couleurs chatoyantes, avec un turban, tirant le licou d'un éléphant. Un éléphant énorme dont les oreilles touchaient les tuiles des toits des maisons. Et sur l'éléphant, il y avait 3 hommes, somptueusement habillés, des capes chatoyantes, des turbans de toutes les couleurs. Et derrière, un dromadaire, et puis encore un dromadaire. Ils étaient tous là à faire des yeux de Kobe. Les 3 hommes sont descendus. Ils ont dit qu'ils étaient des... vous connaissez l'histoire alors. Ils se sont inclinés devant le petit. Ils ont offert la myrrhe, l'or et l'encens. Et c'était somptueux, et c'était faramineux, et c'était, comment vous dire, entre-sègue, vous vous rendez compte hein? Tout ça. Mais c'est que tous les villageois, ils étaient sortis, et qu'ils étaient là, tous amassés. Saturnin sort, il les voit, et il entend « Alors, Saturnin, tu es de retour? Tu es riche alors? Tu nous as ramené des préfets d'Afrique ?» Ces gens-là, dit Saturnin, ils arrivent de loin pour s'incliner devant des gens que vous n'avez pas voulu recevoir. Dis donc, tu vas pas nous faire la leçon, Saturnin, hein? Tu es parti plus d'1 mois sans donner de nouvelles à ta pauvre mère, et tu viens nous dire ce qu'on doit faire? Une femme est apparue, c'était Sidonie. Elle embrasse son fils, elle l'embrasse. Oh, elle se les quiche, elle se les stracine. Et tout d'un coup apparaît Blanche. Honte à vous. Oui, je n'ai pas peur de vous le dire devant la figure. Le malheur est sur vous. Non seulement vous insultez notre Saturnin revenu parmi nous, mais vous n'avez pas voulu accueillir l'étranger. Et dire que ces jours-ci, j'en ai entendu qui se plaignaient de la vie qui quitte notre village. Pauvre couillon! Quand elle vient à vous, vous lui tournez le dos? Je vous le dis, il vous reste ce soir une dernière chance avant que le malheur ne dessèche ce village. Ils sont allés chez eux, les lumières des maisons se sont allumées. Petit à petit, on a entendu des pas. Va me chercher le pain. Et qui c'est qui veut m'aider à faire la yoli? Et puis les maisons se sont ouvertes et Manuel a apporté sa guitare et ils ont fait de la musique et ils ont apporté des présents aux petits, et qui un agneau, qui des œufs, de la farine. Et tout doucement, ça s'est mis à vivre. Il y en a qui diront que c'était comme une couleuvre qui retourne à l'eau.
Ils se sont mis à chanter des chants provençaux, des chants palestiniens, des chants africains, des chants juifs. Et ils se parlaient droit dans les yeux. Les habitants ont parlé avec les rois ont parlé avec Manuel le gitan. Vous entendez ? Le village était en fête. Le village reprenait la vie. Et Saturnin, il avait trouvé sa joie. La joie qui manquait tant au village. C'était un vrai Noël. Et puis vous savez, il a vu là dans l'étable, dans la grange, il a vu une fille qu'il n'avait jamais vue. Elle était devant le petit Jésus comme ça. Sylvie Burle. Sa mère lui a présenté et lui a dit « Elle aime la colline et les brebis ». Saturnin a vu qu'elle était belle et quand elle a fait un sourire à son égard, il a été tellement troublé qu'il a dit « Bon, ben justement, je vais aller voir mes brebis ». Il sort de la grange et là, Blanche lui dit « Bravo mon petit !» Bravo, tu l'as ramené la joie de vivre. Mais tu sais, il va falloir la tenir, hein, parce que j'ai appris que les rois et Joseph et Marie retournent dans leur pays. Le tyran est mort. Et regarde les nobles, ils ont trouvé une maison, ils sont les bienvenus. Mais tu m'as l'air troublé. Non, mais c'est que je vais voir mes brebis. Ouais. Te pose pas trop de questions, hein. Et Saturnin, il monte vers la bergerie et là, il est entouré de toutes ces bêtes. Oh, mais toutes belles, vous m'avez manqué. Il ne sait pas quoi faire, Saturnin. Il a dans la poche le petit cœur de Marie. Est-ce qu'il va retourner sur les routes ? Et puis cette Sylvie Burle, elle est tellement belle et elle le regardait d'un air de dire « Je t'attendais ». Il regarde le ciel et il se dit qu'aujourd'hui, le ciel de son âme est décoré de nouvelles étoiles d'humanité. À Marseille, Titin, Sébastien le vagabond, Amélie, les Boumians, Pablo, Josepha. Saturnin, 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 ils l'appellent tous. J'ai besoin de vous là. Saturnin, ils sont tous en bas là, et lui il est dans la bergerie. Saturnin, Saturnin, Saturnin. Oh, je me poserai des questions demain. Allez, il revient voir tout le monde. On lui dit raconte ton histoire. Alors il est là et il raconte ce que je viens de vous raconter. Et il y a Bartholomew, toujours qui a un peu trop bu, qui lui dit oh fan de pied. Tu m'as donné le vire-vire. On aurait dit un conférencier de Marseille. Et dit, moi je te le dis Saturnin, ton voyage, ça a été polytechnique. Alors il rit. Et vous savez ce qu'il dit Saturnin ? Il dit que pendant tout ce voyage, chaque fois qu'il a perdu courage, il entendait comme une musique. Il a dit qu'il y avait sûrement avec lui des bons génies. Merci à la lumière, Frédéric, Jean-Marc, Laurent, à toute l'équipe du théâtre et à l'auteur de cette belle histoire qui est dans la salle, mes amis, celui qui a inventé cette histoire, Paul Trabuc, est là parmi nous. Merci beaucoup.
Et un grand merci à toute l'équipe du théâtre et à la mairie de Pertuis. Vous cherchez ma carte ?